Alors bonjour à tous et à toutes. Avant toute chose, je tiens à vous remercier d'avoir voulu participer à ce congrès. Nul doute que votre intervention sera favorablement capter l'attention de l'auditoire et sera largement contribuer au succès de ce congrès. Alors cette session sera modérée par moi-même. Alors sans trop tarder, je vais donc présenter brièvement le programme de cette session. On a au total 8 présentations, alors sur un créneau de 2 heures. Alors soit aux environs de 15 minutes pour chaque participant, alors qui va être soi-disant 12 minutes, entre 10 à 12 minutes pour la présentation et 3 minutes pour les questions s'il y en a. Alors pour la première intervention, alors c'est liquid digestate from anaerobic digestion of source separated household waste as fertilizer to crops. Alors qui sera présenté par Monsieur Hassan Al-Raji et Monsieur Mohamed Amin Afilel. À vous la parole. Monsieur Al-Raji et Monsieur Afilel. Est-ce qu'ils sont Monsieur Raji et Monsieur Afilel? Alors, s'ils ne sont pas là, donc on passe directement au deuxième intervenant. Alors, au sujet de exploration via an ethnological study of anacyclis pyratron of potential to treat oral disorder in Morocco. Alors qui va être présenté par Hazim Harwaq, Jamal Ibijbijan et Leila Nasseri. Allô? Allô? La parole, Monsieur Harwaq. Bonjour. Bonjour, vous m'écoutez? Alors, vous activez le micro, s'il Allô? vous plaît. Monsieur Harwaq, est-ce que vous m'entendez? Yes, yes, I'm here. I'm here. Vous activez le micro. Oui. Maintenant, ça va? Et vous partagez l'écran. Oui, voilà. Ça va, monsieur? Monsieur Harwaq, on ne vous entend pas. Alors, s'il vous plaît, d'activer, prière d'activer le micro en bas. Et maintenant? Oui, parfait. C'est bon. Vas-y, Monsieur Harwaq. Donc, hello, I am Hazim Harwaq, PhD student in biology from Meknes, Faculty of Science.
First of all, I would like to thank you very much for the quality for this organization. And I'm happy to be with you. Hope that now you can see my presentation. Yeah. Yes. Hello? Oui, c'est bon. On vous voit très So bien. my presentation will be about exploration via an ethnobotanical study of Anacyclus spiritorum potential to treat oral disease in Morocco, supervised by Professor Leila Nasseri and presented by me. So for this, I will follow the following plan. I will start by problem, objective, and interest of research, methodology, result, and then conclusion and outlook. So it has been reported that African Peritorum anacyclus has a medicinal virtue. It is an endemic herbaceous and peninsular species, while oral disease are scourge of human health. So we will see if there is any relationship between traditional use of this plant and oral disease. For this, we have adopted this method. For the study area, we are choose as location Meknes. It is one of the 4 imperial cities and the 6th largest city by population in Kingdom. It is located in the north and central of Morocco between 2 seats of montagne, Prerif and Middle Atlas. For our ethnobotanical survey, we are based on the snowball method to carry out this survey. That was conducted among some cities herbalists, around 50 herbalists. For our result, we have analyzed the result using the use value, family use value, fidelity level, informant consensus factor, where all are calculated, and the result were tableaued and presented using Graph Excel 2016. So Anacyclus spiritorum, it's known as vernacular name Agendaz, Akhir Qarha or Wad Attas. It is an angiosperm class Dicoledon. It's from Asteraceae family, genus Anacyclus and species Anacyclus spiritorum. Concerning the first result, we have found 42 families paired over 42 plants paired over 24 family. For our plant, I mean Anacyclus spiritorum, has an use value of 0.10 and a family use value 0.11 to caries and periodontal disease. Caries have an informant consensus factor of 0.69 with fidelity level 0%. And concerning periodontal disease, we have an informant consensus factor, the 0.16 with fidelity level 10%. Concerning used part, all herbalists confirm that root is the most part used concerning this plant, followed by flowers and leaf or aerial part in general. In the form of decoction, followed by cooked whey or infusion. Cooked whey, I mean there is no difference between decoction and infusion. They cannot make a specification about this, but mostly in the form of decoction. Was administered as solution, followed by essential oil and sometimes or powder. In the form of as the solution to rinse the oral cavity or external application. So to conclude, this ethnobotanical survey revealed the traditional use of the plant against oral affection. This survey can be considered as a search of information contributing to a better knowledge of the local popular know-how. The collected data can constitute a part of database for the valorization of the receipts based on the medicinal plant used in oral disease. Anacyclus spiritorum can be a subject of thorough research to use the related traditional knowledge in dentistry. And thank you so much for your attention.
Thank you very much, Monsieur Harouak, pour la qualité de votre exposé et pour les résultats que vous avez présentés aujourd'hui. Alors, Thank you. alors, je donne directement, sans trop tarder, la parole aux honorables audiences s'ils ont des questions à vous poser. انا شايف هناك واحدة سيسيون اشكال واش راك تما ولا راني كوم اشكال تما اللي عندك في البروغرام متأكد Alors, s'il vous plaît, حيت راه تما واش الساعة اللي تما الساعة اللي شفتو تما حطيت عليه كوموديراتور alors, s'il vous plaît, si quelqu'un a une question à propos alors des résultats ou bien de l'exposé qu'avait présenté M. Harouak. Alors sinon, on passe directement à la suivante présentation. Alors sinon, on passe directement à l'étude du cycle de... Allô? Oui, oui, M. Harouak. Oui, oui, je m'entends. Alors s'il y a... alors j'ai dit... alors la parole est aux auditeurs, aux audiences. Alors s'il y a quelqu'un qui a une question à propos de ce que vous avez présenté aujourd'hui. Alors sinon, on passe directement à la présentation suivante. Personne? Alors merci M. Harouak pour la présentation que vous avez faite. Et Merci beaucoup, cher professeur. Merci. Alors, on passe directement à l'étude du cycle de reproduction chez une population de Scrobicularia plana de l'estuaire de l'Oued-Souss, qui va être présentée par mademoiselle ou madame Abir Chahouri, Ali Benawi, Bouchra Yaqoubi et Abdeltif Moukrim. Alors, l'un des intervenants. Est-ce que l'un des auteurs, ou bien des Abir Chahrouri, Ali Benawi, Bouchra Yaqoubi et Abdeltif Moukrim. Alors, personne n'est là, non? Donc, sinon, on passe à la suivante. The removal of heavy metals. Alors, CuPb ZN2 ions from aqueous solution using superb date stones, qui va être présenté par M. Abdelaziz El-Bouddin et Abdullah L'Ash'ari. Monsieur Abdelaziz El-Bouddin et Abdullah L'Ash'ari. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Prière de partager l'écran, monsieur. D'accord, d'accord. Parfait. C'est bon. Hello everyone.
أما بزين ممكن PhD study in University in Zor Agadir. I have the honor to be with you today in this international conference for a real change of experience and knowledge in the field. And I want to thank the committee members for organizing F4 and all participants today. My topic is removal of heavy metal, copper and lead and zinc ion from aqueous solution using superb date stone. A minute. It's good. You see? Hello? Oui, c'est très bien. D'accord. The plan is like the following. I want to start by a general introduction of pollution after preparation of raw date stone, then absorption of and the result. This is the first result of this work. The final result is not yet done, characterization and something others. And finally, conclusion. Introduction. In recent years, several hazard pollution are increasing being detected in aquatic environments. One of these pollution is heavy metals and organic that is not non-biodegradable and dangerous for our health and for our planet. So, the presence of heavy metal and chlorine metal in textile and pesticide discharge can pose a serious threat to the environment when released directly into natural environment without prior treatment. So the treatment will therefore be essential to eliminate these environmentally harmful materials. So in general, we have four procedures for eliminate this pollution. For the pollution of industrial and agriculture water, we have electrodegradation, this is the first one. Second one, coagulation, flocculation. Third one, photocatalysis, and last one, absorption. For my work, I'm interested by absorption procedure is a surface phenomenon by which gas or liquid molecular attached to the solid surface of adsorbent to adsorbate molecular constituent to adsorbate. This procedure is good, preferability, simple to handle and cheaper. As we know, the presence of heavy metal in water, even in trace amount, is an environmentally hazard. Hence, there is imperative need to develop innovative and environmentally friendly material for their removal from wastewater. The present study is concerned with the valorization of date stone for the wastewater treatment. Date stone as adsorbent were tested for the absorption of copper, lead, and zinc from aqueous solution. The effect of different parameters on the absorption of metals such as the contact sign, the initial concentration, and the effect of pH is showing inefficient absorption exceeding 95 toward copper, lead, and zinc, 95%. When tree concentration was lower than 10 ppm, so 95% if the concentration is lower than 10 ppm. And if the concentration is higher than 10 ppm, the concentration will be 60 to 90% of metal. The experience showed that the lead and copper had higher absorption capacity than zinc. The concentration of copper and zinc and lead will be determined by AS, spectroscopy absorption atomic. Our date stone is selected in this work were collected from a locality of south of Morocco. For preparation, we are collecting this material and washed by distilled water to completely free from dust. After that, dry at 105 degrees for 24 hours. After crushed to obtain a powder with a size range between 200 and 300 micrometers.
the Raudal-Stein. For reagent, we have used for copper sulfate copper, and for zinc chloride, and for lead chloride. The absorption of copper Z and lead ion was studied at pH from 2 to 12. Absorption and application. In this experiment, the initial pH of solution containing a solid was adjusted to the desired value of pH from 2 to 12. The effect of pH on the percentage removal of the solid is shown in the figure. The procedure is preparing 200 milligram for powder with 200 ml of solid. The factor is 1 gram for 1 liter, 1 gram for powder, and 1 liter for liquid. For different concentration, 5, 10, and 15 ppm for different heavy metal, copper, lead, and zinc. So we have 3 figures for different concentration. At pH, the figure shows the maximum percentage removal. You see here the maximum percentage removal of heavy metal from 5.5 to 6 for all concentration, from 5 ppm to 15 ppm. But the percentage of removal of this concentration is increasing with increasing of pH from 5 to 1 to 2 pH. From 2 to 5.5, we have increasing of percentage of removal heavy metal, and with decreasing pH, we have also decreasing of percentage of removal. So the optimum of percentage removal is between 5.5 and 6 pH for all concentration. We can see here effect of the concentration. The absorption capacity of copper, zinc, and lead ion based in initial concentration is shown in figure in this figure. An initial metal concentration of 5 ppm result in increasing in absorption capacity from 97 to 99 for all metal ion, as the figure show. At higher concentration, maximum absorption was for 97 for zinc, and 99 for lead, and 98 for copper. Corresponding to saturation of seeds of activate seeds interaction involving state of progressively lower in infinity for metal ion. For this part, we can explain the change in pH can affect the absorbent surface load and the degree of ionization and speciation of metal absorbed, as the surface load density decrease with an increase in pH of the solution on the optimal pH. So, in finally, this Raudate stone were used to remove heavy metal, copper, lead, and zinc ion from aqua solution. The absorption capacity was higher at optimum from 5.5 to 6, and an concentration of 5 ppm, because we have here the maximum of absorbent we have in 5 ppm. So lower than 10 ppm, we have the maximum. Then if the pH increase, percentage of removal will decrease. And the results show that the Raudate stone are an infinity absorption for the removal of heavy metal from aqueous solution. And thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Monsieur Moudin, pour la présentation. Je cède la parole aux honorables audiences s'ils ont des questions à vous poser. Est-ce qu'il y a des questions à propos du sujet de Monsieur Moudin?
Alors sinon, on passe au sujet, à la présentation suivante. Et merci beaucoup, Monsieur El Moudden, pour la qualité de votre exposé. Merci. Il est vraiment très intéressant. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on passe directement à la présentation suivante. Merci, Monsieur El Moudden. Thank you. Thank you very much. Alors, la présentation Effects of Severe Water Deficit on Yields and Psychological Traits of Various Plant Domestical Cultivars. Alors, qui va être présenté par M. Hamdani Anas, Sharafi Jamal, Bouda Saïd et Abida Atman. L'un de vous qui va présenter alors le travail. Oui, monsieur, je suis là. Très bien. Monsieur, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc là, vous faites partager l'écran pour la présentation que vous avez. D'accord, d'accord, monsieur. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est très bien. Donc vous pouvez commencer. Je me présente. D'accord. Monsieur Hamdani, on vous écoute. Oui, monsieur. Je me présente, Hamdani Anas, docteur en deuxième année LFST de Benimulad. J'ai l'honneur de présenter devant vous cette présentation intitulée L'effet du stress hydrique sur le rendement et les paramètres physiologiques de divers cultivars de pruniers. Pour ce faire, on va commencer par une introduction. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Maroc Vert, depuis son lancement en 2018, plusieurs filières agricoles font l'objet pour leur développement et leur amélioration. Parmi ces filières, on a l'arboriculture fruitière qui joue un rôle socio-économique important au Maroc grâce à leur superficie de plus de 265 000 hectares et leur production moyenne de l'ordre de 884 tonnes par an. Parmi les cultures de l'arboriculture fruitière les plus importantes au Maroc, on trouve le prunier qui s'étend sur une superficie de 15 000 hectares avec une production annuelle de 140 000 tonnes. Sa culture est pratiquée dans différentes régions telles que Fas Meknès, Chaouen Ouazzane, Qnitra Ghabal Haouz et Freni Mouzar. Ce secteur constitue un des plus grands consommateurs de l'irrigation, ainsi que l'agriculture en général consomme plus de 60 à 70% des ressources en eau, ainsi que l'augmentation spectaculaire de la demande et les conséquences des changements climatiques, notamment le stress hydrique, ont fait que la gestion de l'eau d'irrigation devient un défi majeur pour le développement et la compétitivité du secteur. C'est pour cela que l'objectif de cette étude est d'évaluer la tolérance à la sécheresse de 11 clans de pruniers en se basant sur leur réponse physiologique et productive à l'irrigation déficitaire pendant la période de croissance des fruits. Passons maintenant à la méthodologie de travail. Dans ce travail, il a été évalué la tolérance de 11 cultivars de pruniers situés dans la station expérimentale de l'INRA Interstadt avec un écartement de 5 fois 3 mètres. On a prélevé au hasard deux ramifications portant plusieurs pauses de l'année pour l'ensemble des clans. Tous les clans étaient dans les mêmes conditions géographiques et subissent les mêmes pratiques horticoles de conduite.
ainsi que deux régimes hydriques correspondent à deux fractions d'évapotranspiration, à savoir 100% qui est l'irrigation à la demande et le 50% qui est le stress hydrique. Les observations ont concerné les paramètres susceptibles d'être les plus influents dans la tolérance au stress hydrique, à savoir le rendement, le poids des fruits, la conductance, la densité de la surface stomatique, l'indice de la surface stomatique, ainsi que la teneur foliaire en proline non circuticulaire, ainsi que des paramètres végétatifs, notamment la densité des feuillages, la surface foliaire et la teneur en chlorophylle A et B. La comparaison entre les clones en réponse au stress hydrique s'est basée sur les ratios, c'est-à-dire les rapports des moyennes des arbres stressés sur les arbres non stressés de chaque paramètre mesuré. Si ce ratio est inférieur à 1, on dit que le stress hydrique a un effet négatif. Si c'était supérieur à 1, on dit que le stress hydrique a un effet positif. Si c'est égal à 1, dans ce cas-là, l'effet du stress hydrique était non significatif. À notre connaissance, cette étude, il s'agit de la première analyse comparative pour le criblage de différents cultivars de pruniers pour leur tolérance à la sécheresse. Et passons maintenant aux résultats obtenus. Ce tableau nous montre la variation des rendements et des poids des fruits sous stress hydrique. D'après ce tableau, on a remarqué que des différences significatives des rendements et des poids des fruits ont été observées entre les cultivars étudiés en réponse au stress hydrique appliqué pendant la période de développement des stress hydriques. Le rendement a été diminué chez tous les cultivars, à l'exception des cultivars NAPR 41 durant la première année et chez tous les cultivars durant la deuxième année. Le poids moyen des fruits a été diminué chez tous les cultivars, à l'exception des NRPR 40 et 43 durant la première année, et chez tous les cultivars, à l'exception de l'NRPR 41 durant la deuxième année. Ce tableau nous montre la variation du nombre de feuilles par poste et la surface foliaire sous stress hydrique. Le nombre de feuilles par poste a été diminué uniquement chez le cultivar Timhadit durant la première année et chez tous les cultivars durant la deuxième année. La surface foliaire a été diminuée chez 4 variétés durant la première année et chez tous les cultivars durant la deuxième année. La teneur foliaire en chlorophylle A et B a été diminuée chez tous les cultivars durant les 2 ans de l'étude. Passons maintenant aux paramètres stomatiques, notamment la densité stomatique et la surface stomatique. On a constaté que la densité stomatique a été diminuée chez 3 cultivars durant la première année. Et chez tous les cultivars durant la deuxième année. Pour la surface stomatique a été diminuée chez 5 cultivars durant la première année. Et chez tous les cultivars durant la deuxième année, à l'exception de l'NRPR 35 et 38. Passons maintenant aux dimensions des stomates sous l'effet des stress hydriques. Notamment, la longueur des stomates a été diminuée chez 3 cultivars durant la première année et chez 7 cultivars durant la deuxième année. La largeur des stomates a été diminuée chez 3 cultivars durant la première année et chez 8 cultivars durant la deuxième année. Passons maintenant aux variations de l'indice de la surface stomatique qui a été diminué chez 3 cultivars durant la première année et chez 3 cultivars durant la deuxième année. Concernant la conductance stomatique a été diminuée chez 4 cultivars durant la première année et chez tous les cultivars durant la deuxième année, à l'exception de la variété Santa Rosa. Passons maintenant à la teneur foliaire en proline et circuticulaire. On constate que les deux paramètres ont été augmentés sous l'effet du stress hydrique durant les 2 ans de l'application. Pour classer l'ensemble des clans selon leur degré de sensibilité au stress hydrique, l'analyse en composante principale nous a révélé les paramètres les plus discriminants sur lesquels on va se baser pour faire ce classement. Ces paramètres
étaient la longueur et la largeur des stomates, la surface stomatique et l'indice de la surface stomatique. Et d'après ces paramètres les plus discriminants, on a trouvé que les clans les plus tolérants étaient l'INRPR 41 et 43 et le clan le plus sensible était Team Hadith. En guise de conclusion, parmi les 11 clans testés, se sont montrés plus tolérants un déficit hydrique de 50%, à savoir l'INRPR 41 et 43, qui ont été caractérisés par une faible réduction du rendement et du poids des fruits, ainsi que le stress hydrique a fait diminuer le poids des fruits, la surface foliaire, la densité stomatique et la surface stomatique, et a augmenté la teneur en proline. En perspective, après cette étude, on doit aussi faire une analyse de la qualité des fruits, ainsi qu'une analyse moléculaire pour approcher les mécanismes impliqués dans la tolérance au stress hydrique chez le prunier. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Hamdani, pour votre exposé. Et sans trop tarder, alors je cède la parole aux honorables audiences s'ils ont des questions à vous poser à propos de ce que vous avez présenté aujourd'hui. À vous la parole. S'il y a quelqu'un qui a une question à propos du sujet de M. Hamdani. Alors, il n'y a pas de questions, sinon on passe directement à la présentation suivante. Personne? Donc, je tiens à vous remercier, Monsieur Hamdani, et je passe à la présentation. Merci. À la présentation suivante. Alors, Methane Energy, recovery from the leachate of controlled landfill of Greater Agadir by using anaerobic digestion. Alors, qui va être présenté par Razouk, M. Razouk Rachid. Salahuddin. Pardon? Non, c'est Salahuddin Farsad. Salahuddin Farsad, d'accord. Oui. Monsieur Anfar, Hanafi, Aïs El-Faqir, Amjlef et El-Mal. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Alors, il suffit de partager l'écran. L'autre participant doit faire... oui. Alors, M. Hamdani, oui. Oui, M. Hamdani, s'il vous plaît, vous désactivez. Voilà. Vas-y, M. Farsad. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Je suis ravi aujourd'hui de présenter devant vous une partie de mon travail qui est intitulée Methane Energy Recovery from the Leachate Controlled Landfill of Greater Agadir by using anaerobic digestion. Donc, ce travail a été fait par moi-même, Salahuddin Farsad, et encadré par monsieur le professeur Al-Alm Nourdine. Donc, le plan de ce travail est comme suivant. Je vais commencer par une problématique, puis des généralités sur l'Elixivia et la digestion anaérobie. Et ensuite, les matériels et méthodes utilisés tout au long de ce travail, les résultats et discussions. Enfin, une conclusion. Dans ces dernières décennies, le Maroc a connu une augmentation de la production des déchets, due à la croissance régulière du nombre d'habitants. Ceci a provoqué la multiplication de plusieurs décharges autour des grandes villes.
Ces décharges, ou bien généralement les centres d'enfouissement, génèrent des grandes quantités de lixivia, qui constituent une grande menace sur l'environnement et la santé humaine. D'où la nécessité de traiter ces lixivia reste une chose primordiale. Donc, l'objectif de mon travail, c'est de faire une caractérisation physico-chimique des lixivia et aussi une valorisation énergétique des lixivia par le procédé de la digestion anaérobie. Donc, le processus de la digestion anaérobie est comme suivant. Il se fait par 4 étapes. La première étape, c'est l'hydrolyse qui transforme les matières organiques complexes en matière organique simple. La deuxième étape, c'est l'acidogénèse. C'est la transformation des matières organiques simples en acides gras volatiles ou bien des acides organiques. Et la troisième, c'est l'acétogénèse. C'est la transformation des acides gras volatiles en acétate ou bien en CO2 ou bien H2. Et enfin, la méthanogénèse, c'est la transformation des acétates en biogaz, qui est le méthane et le CO2. Donc, le lixivia est défini comme étant l'eau qui percole à travers les déchets en se chargeant bactériologiquement et chimiquement par des substances minérales et organiques. Donc, pour la caractérisation, 3 types de lixivia ont été caractérisés. Ce sont le lixivia de casier 1, lixivia de casier 2 et le lixivia du camion. Les paramètres caractérisés sont le pH, la conductivité, le total de sels dissous, la DPO, la DCO et les orthophosphates, les solides volatiles, minérales et potaux, et enfin les métaux lourds. Donc l'objectif de la caractérisation, c'est de déterminer la charge polluante que représentent les différents types de lixivia, et aussi de fournir des données de référence qui doivent être prises en considération lors de la conception d'une station de traitement. Donc, les matériels utilisés sont le DPO, le pH, les tubes de DCO, un four et un lituve, un spectrophotomètre et un spectrophotomètre d'absorption atomique. Donc, le dispositif expérimental utilisé pour la digestion anaérobie de lixivia est comme suivant. On a travaillé par un digesteur de type patch à une température de 38 degrés. Alors, pour identifier les facteurs qui influencent le rendement méthanogène, on a travaillé par le plan d'expérience, par l'utilisation du plan de plaquettes Purman, qui nous a permis de cribler les facteurs étudiés. On a travaillé sur 4 facteurs. Le pH par 4,5 et 7,5, le type de lixivia par lixivia jeune et lixivia âgé, et le pourcentage volume du liquidum par un pourcentage de 25% et 50%, et le type de niquelon par l'utilisation d'un niquelon à base de boue et un niquelon à base de la bouse. Donc, les résultats trouvés pour la caractérisation sont répartis dans ce tableau. Les 3 types de lixivia ont une charge polluante diversifiée et élevée, comme par exemple dans le pH, le lixivia jaune a un pH acide et le lixivia de casier 1 et 2 a un pH basique. D'où on constate que plus que le lixivia devient vieux, le pH tend vers le caractère basique. Et pour la biodégradabilité du lixivia, on constate que le lixivia du camion est assez biodégradable. Par contre, le lixivia de casier 1 et de casier 2 se caractérise par une moyenne biodégradabilité. Et pour les solides volatiles, on observe que le lixivia jeune est très chargé par rapport à les autres types de lixivia, ce qui montre que la matière organique se dégrade avec le temps. Alors, les résultats du plan d'expérimentation de plaquettes Purman sont répartis dans ce tableau. On remarque que le rendement le plus élevé est obtenu dans les C numéro 2, dont les coordonnées sont pH 7,5, un lixivia âgé, 50% de volume de niquelon et la boue comme niquelon. Nous remarquons aussi que les essais ont montré un deuxième rendement important, qui est obtenu dans l'essai numéro 5, avec les coordonnées de 7,5 de pH, lixivia âgé, 25% de niquelon et la bouse comme niquelon. Alors, l'exploitation de ces résultats permet de tracer le diagramme de Pareto. Ce dernier nous a permis de distinguer les paramètres influençant le potentiel méthanogène. On remarque que le type
de Lixivia est le facteur le plus influençant sur le rendement de méthane, avec un pourcentage d'influence de 93%. Donc, on peut conclure, d'après les résultats obtenus, que les deux premiers grands potentiels méthanogènes sont obtenus dans les mêmes conditions pour le pH et aussi le Lixivia, avec une différence au niveau du pourcentage de type d'iniquinant. La différence entre les essais numéro 1, 2, 5, 7 et les essais 3, 4, 6 et 8 réside au niveau du Lixivia utilisé, ce qui montre l'influence de ce dernier. Enfin, les Lixivia âgés donnent des bons rendements par rapport à les Lixivia jeunes. Donc, les résultats expérimentaux sont validés statistiquement par plusieurs tests, à savoir le test statistique d'ANOVA et aussi la corrélation entre les valeurs expérimentales et les valeurs théoriques. Donc, l'analyse des figures des résidus montre que les résidus sont bien répartis autour de l'axe 0, ce qui montre l'homogénéité des résidus. Et aussi dans la deuxième figure, les résidus sont bien alignés sur la droite d'Henry, ce qui montre l'absence des points d'aberrante. En se basant sur les résultats de plan de plaquettes Burma, on a fait un essai d'amélioration et on a obtenu une augmentation de rendement méthanogène jusqu'à 47%. Alors, en conclusion, les résultats de la caractérisation physico-chimique montrent que les trois types de Lixivia ont des charges polluantes élevées, diversifiées et supérieures aux normes de régime marocain. Le plan d'expérience nous a permis de distinguer les paramètres influençant le procédé de la méthanisation, afin d'améliorer le rendement méthanogène. Enfin, les Lixivia génèrent une source d'énergie renouvelable très importante par le procédé de la digestion anaérobie. Alors, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Salahdine Fassad. Alors, s'il y a des questions aussi concernant le sujet de Monsieur Fassad Salahdine. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ce que Monsieur Salahdine a présenté? Alors sinon, alors on passe à la présentation suivante. Et avant de passer à ceci, alors je tiens à vous remercier encore une fois, Monsieur Salahdine, pour votre travail. Merci. Alors sinon, alors la présentation suivante, intitulée « Traitement des effluents textiles par des procédés électrochimiques combinés », alors qui va être présentée par Mademoiselle Hanan Afenga, Monsieur Hicham Zazou, Fatima Zahra Tichou, Jamila Gaïda, Monsieur Rachid Eitz Akbour et Monsieur Mohamed Hamdani. Alors l'un de vous passe à la présentation. Alors, Mademoiselle Hanan Afenga, Hicham Zazou, Fatima Zahra Tichou, Al-Qaïda Jamila, Monsieur Rachid Eitz Kbour et Monsieur Mohamed Hamdani. Alors, le sujet intitulé « Traitement des effluents textiles par des procédés électrochimiques combinés ». Mademoiselle Hanan. Mademoiselle Hanan, est-ce que vous m'entendez?
Monsieur le modérateur, Oui, mademoiselle Hanan, je pense qu'elle demande d'activer leur son micro, je ne sais pas où. Regarde la conversation. oui, Elle a oui, écrit un mademoiselle. message. Oui, oui, j'ai vu. Alors, vas-y. Alors, c'est à vous d'activer le son. Alors, il suffit. Alors, je vois que c'est activé déjà sur la liste des Oui, participants. oui, Oui. oui, effectivement. Alors, vous cliquez sur l'icône en bas. Alors, oui, c'est très bien. C'est déjà partagé l'écran. Alors, s'il vous plaît, d'agrandir les diapos, s'il vous plaît. Mademoiselle Hanan, est-ce que vous m'entendez? On ne vous écoute pas. Alors, s'il vous plaît, de vérifier votre micro. L'écran, c'est déjà partagé, c'est bon. Alors, il faut juste vérifier le son. Votre micro, c'est... alors, il y a probablement un problème concernant le micro. Donc, essayez de le vérifier, s'il vous plaît. Alors, le micro... Mademoiselle Hanan, c'est à vous de vérifier le micro. Là, on n'a pas de...
Alors, on voit bien que c'est activé. Alors, il suffit de voir sur les paramètres de votre PC portable. Dr. Hanan, I think you have some problem with your device. Can you use some headphones? Because I check your voice, your microphone mic is active, but we cannot hearing you now. Maybe you need to use some headphones. Please check your headphones. Monsieur le modérateur, Oui? can you hear me? Yeah. Yes. Professor Issam, I think Oui. Hajar Hanan. Hanan Hanan. yes, have some problem in her mic. Yeah. Hanan, madam, can you hear me, please? I think you hear me, but you are not able to speak. I kindly ask you to reactivate your mic. Otherwise, Professor Issam, you can pass to the second presentations and waiting Hanan to join again, and with the activation of Okay. her micro. Okay. Thank you, sir. Thank you. Alors sinon, alors on va passer à la dernière présentation, en attendant à ce que mademoiselle Hanan alors, puisse résoudre le problème de son micro. Alors, évaluation in vivo de la pathogénicite causée par la Phytophytium vexans chez les Malus domestica. Alors, qui va être présenté par mademoiselle Selma Jabiri, Rachid El-Hilali et Mohamed Bendris Amraoui. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une partie de mon étude évaluation intitulée Évaluation in vivo de la pathogénicité causée par Phytophytium vexans chez le Malus domestica. On va tout d'abord commencer par une introduction. Donc, au Maroc, les conditions climatiques sont diversifiées, ce qui lui confère une possibilité de production de fruits en général et de rosacées fruitières en particulier. Plus précisément, la culture des pommiers qui se place au deuxième rang au niveau des rosacées à pépins. Donc, les pommiers occupent aujourd'hui 49 000 hectares avec 20% de leur superficie totale. La répartition géographique des plantations du pommier montre que cette espèce a envahi la plupart du territoire marocain, avec cependant une concentration dans les régions montagneuses ayant un hiver très froid. Donc, sur le plan géographique, les zones de production les plus importantes sont localisées en zone de haute et moyenne altitude. Donc, cette concentration concerne les régions telles que Meknès, Ifrane, El Hajeb, Sfro. Donc, et ces régions ont fait l'objectif de notre étude.
En 2018, des symptômes de dépérissement ont été observés sur les pommiers cultivés dans les vergers de la région, notamment une écorce nécrosée sèche laissant apparaître des lésions brunes, ainsi qu'un jaunissement du feuillage, un flétrissement et une pourriture racinaire entraînant la mort de l'arbre dont l'agent pathogène responsable était le Phytophytium vexans. Donc, voici donc une petite définition du Phytophytium vexans. Donc, c'est un phytopathogène qui a été identifié comme un intermédiaire entre les espèces Phytophthora et Pythium, étant plus étroitement apparenté à Phytophthora. Il appartient au groupe des homicètes. Donc, c'est un organisme du sol favorisé par une humidité excessive du sol. Les spores sont propagés soit par le sol, soit par l'eau, ou bien les outils, ou bien les instruments contaminés. Donc, le Phytophytium vexans, il cause le chancre, la fonte des semis et la pourriture dans de nombreuses cultures économiquement importantes. Durant notre étude, 35 isolats fongiques du Phytophytium vexans ont été identifiés pour réaliser l'étude. Donc, le test de pathogénicité avait comme but de s'assurer du pouvoir pathogène des souches obtenues et pour avoir une idée sur la durée entre l'infestation des arbres par le Phytophytium vexans et l'apparition des symptômes, ainsi que par une meilleure connaissance de la symptomologie causée par cet agent pathogène. Donc, le test du pouvoir pathogène a été effectué sur 115 pommiers âgés d'1 an. Les isolats ont été cultivés sur un PDA à 26 degrés Celsius pendant 7 jours avant l'inoculation. Un perce bougeant de 5 mm a été utilisé pour blesser l'interface du collet et les tiges des pommiers, puis recouvert par du parafilm. Les plantes blessées inoculées avec le mycélium fongique sans PDA ont été utilisés comme des témoins et cette expérience a été répétée 2 fois avec 4 répétitions chaque isolat fongique. Donc, les plantes inoculées témoins ont été cultivées dans des cultures en pot avec 20 cm de diamètre sur 19 cm de profondeur. Donc, les pots ont été arrosés une fois par semaine ou plus si nécessaire et la température de la serre était environ de 28 degrés Celsius et maintenue avec une ventilation chauffée. Donc, les plantes ont été inspectées chaque semaine pour les symptômes. L'apparition des symptômes était enregistrée 4 mois après l'inoculation et à la fin de l'expérience, la taille et la couleur des lésions nécrotiques induites par chaque pathogène fongique ont été enregistrées. Donc, les pousses inspectées visuellement pour détecter les symptômes de la maladie et notées sur une échelle de 1 à 5. Et les racines ont été nettoyées et inspectées visuellement pour déceler la pourriture des racines et notées également de 1 à 5. Pardon. Donc, l'analyse statistique du Qui-carré a été utilisé pour évaluer les relations entre la prévalence de la maladie et certaines courantes dans la plaine du Seis comme les porte-greffes, le type de sol et le type de plantation et les cultivars, le mode d'irrigation dans les vergers. Tous les tests ont été réalisés en utilisant un CRD de conception entièrement aléatoire et l'analyse de la variance ANOVA a été appliquée à l'aide du logiciel SPSS donc pour évaluer l'inoculation des isolats. Donc, le test de la différence des moindres carrés, LCD, a été utilisé pour la séparation des moyennes. Donc, en ce qui concerne les résultats, donc tous les isolats fongiques étaient pathogènes pour les semis des pommes et la plupart présentaient des symptômes 1 mois après l'inoculation. Les lésions nécrotiques sur la tige inoculée ont été observées pour la première fois 18 jours après l'inoculation et après 30 jours pour plus que 95 des plants de pommiers inoculés.
Donc, le tissu de l'écorce est devenu brun et pourru et la lésion a atteint le bois. Donc, tandis que les plantes témoins, pardon, Oui, vas-y. tandis que les plantes témoins étaient saines et asymptomatiques. Donc, 4 mois plus tard, la croissance des semis des pommiers était considérablement réduite par rapport aux semis non inoculés qui étaient sains et poussaient normalement, et le système racinaire des semis inoculés présentait une nécrose et une décomposition aiguë importante. Donc, voici le résultat de l'inoculation sur la plante. Comme vous voyez ici, donc, il y en a une lésion brune. Et cette photo a été prise juste 18 mois après, 18 jours pardon, après l'inoculation. Donc, voici le résultat de l'inoculation sur les racines. Comme vous voyez, le témoin a un système racinaire très sain, alors que pour les plantes inoculées, ils ont presque plus de système racinaire. Donc, notre étude confirme que le Phytopythium vexans est l'agent pathogène responsable de cette maladie et les dégâts aperçus au niveau des vergers. Donc, les symptômes observés sur le terrain ainsi que ceux obtenus à partir du test de pathogénicité de cette étude ont révélé une similitude substantielle avec ceux de l'étude de l'Afrique du Sud qui a été réalisée également sur les pommiers en 2019. Nos résultats rejoignent ceux obtenus en Tunisie, effectués sur le citrus en 2017. Donc, le Phytopythium vexans a été signalé pathogène sur différentes rosacées fruitières, notamment les arbres d'avocat en 2018 et aux îles des Canaries, sur les kiwis en Turquie et sur les vignes en Afrique du Sud en 2011. Donc, le produit agricole des pommiers est menacé aujourd'hui par une nouvelle maladie agressive qui provoque de graves dégâts et qui vont diminuer le rendement et la qualité de cette culture. Le test de pathogénicité effectué nous a présenté les symptômes sévères de la maladie ainsi que la courte durée entre l'infestation et la prolifération de la maladie. Donc, des études doivent être menées dans le sens de lutter contre ce pathogène qui est en plein de propagation. Et merci pour votre attention. Professor, your mic is. Please turn on your mic. We cannot hear you. Yeah. Okay. Thank you. Alors, comme je vous dis, alors merci Mademoiselle Jabiri pour la présentation. Merci à vous, monsieur. Alors là, je cède rapidement la parole aux honorables audiences s'ils ont des questions à vous poser à propos de ce que vous avez présenté aujourd'hui. Sinon, on passe. Alors, s'il y a des questions à propos du sujet de Mademoiselle Jabiri. Alors sinon, alors on revient. Bonjour. Ok, Oui, merci monsieur. Bonjour. Bonjour, c'est le professeur El-Gourba de Casablanca là. J'ai vu l'étude. Oui. Allô, j'ai vu l'étude. J'ai vu l'étude, c'est plus intéressante. À mon avis, parce qu'il a utilisé l'espèce, c'est bon, mais il faut montrer l'interaction des paramètres. Première des choses. Deuxième des choses, il peut mesurer les racines pour faire un lien entre la maladie et les racines. Alors, on peut travailler sur le poids. Le poids, on peut fiabiliser ce qu'on appelle la durée de vie de cette plante. Et merci, bon courage. Hein. Merci, monsieur Ghorba. Alors, est-ce qu'il y a un autre intervenant? Alors, s'il y a des questions ou des remarques concernant le sujet de ou la présentation de Mademoiselle Jabiri. Aucune question?
Ben, merci, mademoiselle Selma Jabiri, pour votre présentation. Merci à Sinon, vous, cher professeur. merci. Alors, on revient à mademoiselle Hanan Afenga avec le sujet intitulé Traitement des effluents textiles par des procédés électrochimiques combinés. Alors, il avait un problème de microphone. Alors, j'espère qu'elle a pu résoudre le problème. Et alors, mademoiselle Hanan. Mademoiselle Hanan Afenga de l'Université Ibn Zohr. Mademoiselle Hanan. Alors, je pense qu'elle est partie. Alors, je ne la vois plus sur la liste des participants. Dr. Hanan, please turn on your microphone. We cannot hearing you. Dr. Hanan. I think she's disconnected. Yeah, Dr. Professor Aysam, I think we need to check first and third presenters who's absent later. Yeah. Alors, pour les autres, alors Monsieur Raji et Monsieur Mohamed Afilel. Alors, sujet alors intitulé Liquid Digested from Anaerobic Digestion of Source Separated Household Waste at Fertilized to Crops. Alors, ils étaient absents. Alors, est-ce qu'ils sont là? Monsieur Raji et Monsieur Afilel. Alors, étude du cycle de reproduction chez une population de Stro. Alors là, je pense qu'ils ont... oui, ça a été déjà présenté. Alors, oui. Alors, je pense que c'est... alors, si mademoiselle Hanan n'a pas pu nous rejoindre, alors ben, sinon, on va boucler. Hein. Oui, mademoiselle Hanan. Mademoiselle Hanan.
Dr. Aysam, I think we can finish our session because OK. this presenter was Bah, absent. sinon, Okay, we can help in another sessions. Okay. Ms. Hanan and another presenters who's absent. OK, thank you very much. Thank Alors, you. à la fin de cette session, et au nom de tous les organisateurs de ce congrès international, et au nom aussi de tous les participants, nous vous remercions pour votre participation, bien sûr qui a contribué sans le moindre doute à la réussite de ce congrès et aussi à l'avancement des recherches scientifiques nationales. Et merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite très bon courage dans la suite de vos travaux scientifiques. Merci à vous tous. Merci. Thank you. Thank you very Thank much. you very much. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Bye. Thank you, Sir Isam.